Alors Anne-Valérie, c'est d'une manière assez diffuse que j'ai pensé à toi par rapport à Bartleby, pour peut-être une question d'ambiance, peut-être, dans ton rapport à l'architecture, mais bon, on va en discuter, hein. Il faut dire que j'ai découvert ton travail avec, la série de, Finale, donc qui est si j'ai bien compris, hein, une série de sérigraphie que tu as réalisée en utilisant la poussière de béton d'immeubles détruits que tu représentes. C'est très fantomatique dans ces images, euh, qui me rappelait un peu l'architecture qui entoure Bartleby. Mais peut-être que je délire un peu. Et tu vas me dire, et comme je sais que tu as relu la nouvelle, là pour notre discussion, tu vas me dire ce qu'il en est. Et puis si tu penses en particulier à des œuvres euh, qui peuvent te rapprocher de Bartleby. Ok, très volontiers. Bon, c'est vrai que j'ai pas relu, je l'ai lu. Je ne la connaissais pas en fait. Je connaissais le bouquin Artistes sans œuvre de Joannet qui fait référence à Bartleby. Ouais, et c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, c'est une figure qui était assimilée. Mais du coup, ça a été l'occasion que je lise cette traduction d'ailleurs, qui n'est pas la dernière. J'ai lu celui-là. Et du coup, j'étais hyper contente d'en faire la découverte parce que je l'ai lu pas du tout à l'aune de la question architecturale, mais on va échanger à ce sujet, mais plutôt sur la question de la relation au pouvoir, en fait, Oui. au que faire. Voilà, c'est ça qui m'a éclairée par rapport aussi à mon propre travail. C'est le rapport de pouvoir qui s'installe entre le patron et Bartleby et qui en fait distingue la question du pouvoir et de la puissance. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est l'acte, c'est l'action. C'est ce que fait le patron, c'est qu'il cherche à agir et il répète sans cesse, mais que faire? Sauf que son pouvoir d'action est absolument impuissant à changer l'ordre des choses face à l'inaction de Bartleby qui, paradoxalement, le rend extrêmement puissant. C'est-à-dire que le fait qu'il se dessaisisse complètement de la possibilité de transformation de sa vie et du monde autour a en fait une efficience monumentale dans le déroulement de la vie et du monde qui l'entoure. Et donc j'ai aimé ce renversement, enfin, de manière générale, j'aime beaucoup la figure oxymorique. Et je travaille mes œuvres comme des oxymores, c'est-à-dire ce renversement comme ça, fondateur, qui peut dire une chose et son inverse à la fois, et qui bouleverse en fait l'attendu d'une lecture. Et je trouve qu'il y a ça dans Bartleby. C'est vraiment comment le patron, dans l'action, est absolument impuissant malgré son pouvoir d'agir, et comment Bartleby, lui, inversement, dans le dessaisissement, n'a absolument aucun pouvoir, mais par contre a une puissance concrète d'effet tout autour de lui. Et moi, je trouve que c'est une distinction qui est très importante dans le rapport à l'art. C'est-à-dire que je pense que l'art n'a pas de pouvoir, Oui. mais par contre qu'il a beaucoup de puissance. Et du coup, la morale de l'histoire, c'est est-ce que c'est pas dans le dessaisissement et dans l'inaction que finalement on a une puissance de transformation du réel plus grande que dans la conquête d'un territoire d'action qui serait beaucoup plus agressif et presque matériel en fait. Ça rejoint la question des artistes sans œuvre. Est-ce que finalement le fait de ne pas faire rend plus puissant l'inaction est plus puissante que l'action en fait, quelque chose comme ça. Et bon, moi, oui, c'est vrai que c'est une distinction vraiment chouette que tu fais là, enfin qui est très riche pour penser, à la fois pour penser la nouvelle et comme tu dis, voilà, pour penser la situation de l'artiste dans la société. oui, et je crois que c'est une question qui est tellement en ce moment préoccupante pour les artistes Ouais, de se demander. Enfin, je crois que c'est une vraie question, le que faire, ouais. qui est une question inhérente à l'art, mais qui aujourd'hui, face à justement l'absence d'audience et de diffusion et de monstration de l'art, vécu comme, on l'entend, quelque chose qui ne serait pas essentiel à la société. Et donc c'est là qu'il faut faire cette distinction, c'est qu'effectivement, l'art ne sert à rien et que la lecture sociale fait qu'on est dans la fonctionnalité des choses.
Donc l'art n'est pas fonctionnel, l'art ne sert à rien. Il est dans une forme de dessaisissement par rapport aux outils d'action de la société, notamment capitaliste, dans laquelle nous vivons. Et pour autant, c'est bien le combat, ou en tout cas les convictions que chacun d'entre nous avons, il est absolument essentiel. Et peut-être est-il essentiel parce que sans pouvoir fonctionnel, sans pouvoir de service, d'opérabilité, il est manifestement extrêmement puissant. Ça serait peut-être ça aussi l'intérêt de lire Bartleby en ce moment, peut-être? Ah bah oui, oui, parce que je trouve que ce conditionnel du I would prefer not to, qui en fait est utilisé comme un non. C'est-à-dire que c'est là la grande perversion de cette réponse, c'est que c'est un conditionnel qui ne propose aucune alternative en fait. Et qui est une formule assez manifeste de ce dessaisissement. C'est-à-dire que il ne propose pas une alternative, contrairement à la formule conditionnelle. Il impose une volonté de retrait. Et donc de suspension et de dessaisissement en permanence. Alors bon, c'est sûr que ça finit mal, hein. Mais peut-être que c'est une expérience de vie qui est poussée à son paroxysme et que finalement dans la figure, parce qu'il y a un renversement, c'est-à-dire qu'au début de la nouvelle, le patron est présenté justement comme quelqu'un, peut-être au même titre que ces architectures qui se construisent, d'extrêmement confortable, rassurant, posé, raisonnable. C'est une figure de la sécurité et du confort, un peu inamovible. C'est une figure du père, il est dans une position paternaliste. Oui. Et il veut faire obéir Bartleby un peu comme il ferait obéir son fils. Oui. Et c'est pour ça que je voyais, parce que Joannet dit de Bartleby, à juste titre, qu'il est copiste et que donc c'est la figure absolue de la non-création. C'est-à-dire qu'il est quelqu'un qui n'est absolument pas dans un rapport de création, d'invention, d'initiative et dans sa vie. Et pour autant, cette figure de la copie et de la non-création devient créative en tant qu'elle ne produit pas. Ouais. Et donc là encore, en fait, pour moi, c'était une espèce de roman de poupées russes qui ne font que se renverser, en fait. Et voilà, et j'aime bien ça dans l'approche même de l'art. Déjà, il y a quand même la question de notre légitimité à produire et à imposer au réel quelque chose qu'on aurait fabriqué, quoi, tu vois. Il y a la question que faire, pourquoi faire, et est-ce que c'est légitime de le montrer, pourquoi je le montre, quoi. Et je trouve que ce sont des questions inhérentes à cette nouvelle. Et dans ton travail, alors comment ça se traduit, ce que faire? Tu parlais tout à l'heure des oxymores, que tu aimais bien travailler comme ça, les contradictions, et il y a notamment dans ton travail la notion de destruction. Oui, c'est pour revenir par exemple à la série des 3 sérigraphies floquées à la poudre de béton de 2011 qui s'appelle Bouquet final. Par exemple, c'est une figure de cet oxymore-là, c'est-à-dire que je suis allée prendre en photo les 3 tours qui ont été démolies et qui s'appellent Genêt, Iris et Hortensia, je crois, qui étaient à Meaux, donc démolies en 2011, démolies à l'explosif. Donc je suis allée en faire un portrait photographique juste avant la démolition. Suite à leur foudroyage, c'est-à-dire à leur démolition par explosif, j'en ai récupéré des blocs de béton au pied de chacune des tours, que j'ai ensuite poncé jusqu'à récupérer cette poudre des blocs de béton de chacune de ces tours, et j'ai ensuite sérigraphié. Alors le processus, c'est que je sérigraphie à la colle les 3 images photographiques et je viens ensuite floquer chaque sérigraphie encollée de ces images de la poudre de béton récupérée de chacune
de ces tours. Donc là, on voit comment le processus transforme effectivement à partir d'un objet concret qui a été démoli, fait une production d'images qui devient fantomatique et qu'il y a ce renversement comme un phénix de faire le portrait presque concret, matéré de ces architectures démolies. Ça, c'est une figure pour moi d'inversion ou qui serait relative à l'oxymore. Il y a d'autres pièces comme ça, je pense par exemple à Guerre d'hiver, qui est un multiple que j'ai édité assez récemment, je crois, il y a 2 ans, qui prend la forme d'un cocktail Molotov dont la mèche est un foulard de soie qui trempe dans, non pas de l'essence, mais de l'encre textile noire. Et le principe de cet objet, là encore, est un renversement, c'est-à-dire qu'il pose la question de la puissance de l'art et notamment du malentendu aussi qu'il y a dans l'acquisition de certaines œuvres. À savoir que quel est ton rapport à l'art? Est-ce que c'est une arme de transformation du réel et donc qui est incarné dans cet objet archétypal du cocktail Molotov, ou si tu en extrais la mèche, qui est un foulard de soie qui va donc venir être taché de manière unique par cette encre, est-ce que c'est un accessoire de mode qui te conforte au sens vraiment de confortable, hein, qui te réchauffe et qui évidemment désamorce cette puissance de transformation au profit de quelque chose de beaucoup plus conventionnel et de confortement. Donc j'aime bien ces processus de doute en fait. Comment l'œuvre d'art tente, espère, aspire à cette transformation, mais comment elle loge en son sein sa propre puissance de désamorçage et sa possible impuissance permanente. Tu veux dire quand elle est collectionnée ou quand elle est exposée dans un certain contexte? Je veux dire, ça désamorce la puissance de l'œuvre? Oui, alors ça dépend les pièces. Pour le cocktail Molotov, en l'occurrence, là, ce multiple qui s'appelle Guerre d'hiver, c'était vraiment le rapport à l'achat et à la collection. C'est-à-dire en gros la responsabilité qu'a le collectionneur face à l'objet. Qu'est-ce qu'il va en faire? Comment il va l'activer? Pour d'autres œuvres, ça peut être au sein même pour des installations in situ, c'est vraiment relatif à la question de l'espace d'exposition. Ouais. Ça dépend les pièces. Par exemple, j'avais fait un travail boom block qui consistait en des archétypes de plâtre qui reprenaient des modèles architecturaux qui étaient innervés d'un dispositif d'explosion de la poudre noire, et la galerie mettait en vente tous les 2 jours un bloc, donc cet objet architectural de plâtre, et si le processus n'était pas arrêté par l'acquisition de la pièce, je venais la faire exploser et la démolir. Et donc là, par exemple, je mettais en jeu non seulement la puissance de préservation que le collectionneur pouvait avoir par rapport à l'œuvre, mais aussi le protocole de commercialisation en fait, de l'œuvre d'art. Et en quoi le contexte du commerce de l'art vient aussi désamorcer en fait la puissance des œuvres. Avec évidemment toujours l'espoir de me tromper. Non, mais c'est vrai que là, on est aussi au cœur de la question de l'artiste dans la société. Oui, et pour moi, c'est un sujet qui a toujours été d'actualité, mais qui, en l'occurrence, aujourd'hui, quand on est retiré malgré nous d'une possibilité de travail et de rencontre d'un public, d'un regardeur, c'est une question brûlante, quoi. Est-ce que nous ne sommes pas plus puissants en nous retirant de ce fonctionnement qu'au moment où on travaillait à en faire partie, quoi. Ouais. C'est une conversation. Est-ce que tu as aussi la question à celle du mécénat? Il y a de plus en plus d'expositions sont mécénées. Il me semble que ces dernières années aussi, le mécénat prend de plus en plus de place dans l'économie de l'art. Et est-ce que tu lis ces questions comme ça, à l'omniprésence du mécénat en ce moment qui
qui bien souvent, en fait, se pose ces questions de désamorcer la puissance des œuvres. Oui, oui, c'est une question globale. Pour moi, dans le cadre de mon travail, je la détourne un peu en privilégiant plutôt des collaborations, par exemple, dans des processus de recherche avec des entreprises. C'est-à-dire que je ne crache pas sur la possibilité de financer mon travail d'une manière ou d'une autre. Simplement, je trouve que dans le rapport au mécénat, il faut qu'il y ait une prise de risque partagée. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment la collaboration se fait sur un engagement lié au sens de l'œuvre et à la non-garantie d'un résultat. Donc pas tant sur l'achat d'œuvres que sur l'accompagnement financier d'un projet de recherche, par exemple. Donc quand j'avais bossé dans un projet qui était sur une temporalité un peu ouverte, tu vois, sur plusieurs années, sur le projet Crashbox, qui consistait à travailler un dispositif de saisie audiovisuelle d'explosion de bâtiments depuis un point de vue intérieur, c'est-à-dire de loger un dispositif audiovisuel au plus proche des charges à l'intérieur du bâtiment qui était destiné à être démoli. J'ai travaillé sous une forme de mécénat avec une entreprise d'ingénierie en démolition et l'enjeu était d'arriver à produire ces films alors que rien ne nous le garantissait. Donc j'ai aimé l'idée de travailler un dispositif inédit et innovant techniquement avec eux pour produire une forme dont je n'avais aucune idée préalable, puisque je ne savais pas quelle serait la restitution plastique de ce que j'allais fabriquer. Je n'étais même pas sûre d'ailleurs d'arriver à faire quoi que ce soit. Et j'aime cette prise de risque partagée. Oui. Voilà, c'est une manière d'être dans un rapport, peut-être là encore, non ni d'obéissance, ni de soumission au pouvoir de l'argent, mais plutôt de se dire l'argent est un outil de puissance, de faire, de possibilité en fait, mais qui n'est pas forcément dans l'optimisation et la garantie d'un résultat. Et puis comme ça, tu es moins dans un rapport de séduction aussi, dans un rapport moins dans un rapport de dépendance. Oui, oui, c'est sûr que c'est pas très très séduisant, mais c'est une œuvre d'Anne-Valérie Gasque. Non, mais je veux dire, tu vois, pour le rapport des artistes aux mécènes, aux collectionneurs, il peut tomber dans un rapport de séduction qui désamorce la puissance des œuvres. Oui. Et en ce sens, j'aime aussi dans le travail ne jamais avoir une vision prédéterminée de la forme plastique que tu produis. Et cette dimension inattendue permet aussi de se protéger soi-même d'un rapport de séduction, voire même juste esthétique à ce que tu produis. Ce qui n'est pas incompatible d'ailleurs à trouver une forme belle in fine, quoi. Mais elle n'est pas préalable à la construction du travail. C'est pour ça que tu aimes beaucoup les explosions. Il me semble que dans ton travail, c'est quelque chose qui revient, c'est récurrent, l'explosion. Les bons. Alors oui, c'est vrai que j'ai une approche liée à la démolition ou à la destruction, et je pense qu'en fait c'est un médium pour moi d'évaluation de la puissance de l'art. C'est-à-dire que pouvoir, comment dirais-je, évaluer presque factuellement la possibilité que l'art a de transformer le monde. Pour y arriver, je choisis des contextes d'énergie qui en soi autorisent ce rapport dessaisi et déséquilibré en fait au réel. Donc c'est comme l'énergie en fait. Oui, parce que par exemple en ce moment je travaille plus sur des processus de construction d'une démolition
que je n'ai travaillé jusqu'à présent sur la démolition de construction. Donc il y a aussi ce renversement dans l'évolution de mon travail qui me permet de me dégager de simplement l'artiste qui démolit. C'est plus l'idée d'éprouver dans le réel la possibilité de renversement et de transformation qu'a l'art. Tu peux donner un exemple d'un travail récent qui renverse cette relation destruction-construction? Oui, en fait, il s'agit d'un projet de recherche que je mène depuis plusieurs années qui s'appelle Les larmes du prince et qui a donné lieu en 2019 à une installation in situ au Centre d'art des Tanneries à Amilly, en région centre, et qui consiste en l'installation d'un dispositif robotisé. Donc, en fait, tu as un robot suspendu à câble qui, donc, depuis la hauteur du plafond de la grande halle des tanneries, voilà, en l'occurrence, vient imprimer en 3 dimensions un modèle architectural à l'échelle habitable. Sauf que la matière que dépose ce robot est volatile, enfin volatile, ce n'est pas le bon terme, et non liée, ce sont des microbilles de verre, donc ça ressemble à du sucre si tu veux, et donc de manière tout à fait physique, la poudre en se déposant ne s'édifie pas et s'effondre sur elle-même, de sorte que ce robot s'acharne de manière implacable, raisonnée et programmée à fabriquer, c'est un paysage de dessaisissement informe, un paysage de dunes cristallines qui, pour moi, est cette ruine instantanée que vient édifier la technique, en fait, la technique numérique et mécanique de ce robot. Donc, c'est un travail que tu peux refaire ailleurs ou qui était pensé in situ pour les tanneries? L'installation a été pensée in situ. Aujourd'hui, là, le 26 janvier, je vais installer une œuvre, ma prochaine exposition à la galerie Michel Journiac à Paris, qui ne bénéficiera pas d'une ouverture publique et d'un vernissage, mais qui sera visible depuis les vitrines et qui qu'on pourra visiter sur rendez-vous, et qui est reformuler ce principe-là dans le contexte d'une galerie. Donc, j'ai fabriqué ce que pour l'instant j'ai appelé une machine célibataire, et le nom n'est pas de moi. Donc, elle peut être rejouée. Il n'en reste rien après l'installation, mais elle peut être un peu rejouée d'une certaine manière. La pièce peut être rejouée. Oui, j'aimerais bien la réinstaller puisque le dispositif robotisé existe toujours et que je l'avais choisi de manière volontairement très légère. Hein. C'est suspendu à des câbles, ce robot, et donc c'est à géométrie variable. Donc, effectivement, je projette de pouvoir le réinstaller ailleurs et le reconfigurer en fonction de la spécificité de l'espace qui viendra accueillir à nouveau l'installation. Et sinon, j'avais aussi pensé comme œuvre un peu barthelbienne dans ton travail, j'avais pensé à cette recherche que tu avais faite à Villeurbanne avec les pierres lithographiques usées, noires, qui t'avaient amené à produire en fait une série de monochromes. Oui. Alors, on est en 2017. Alors, ce travail s'inscrit dans une histoire qui le dépasse un peu. Dès 2008, j'avais inauguré la trilogie de 3 livres d'artistes que j'ai produits un peu à rebours, et qui s'inspiraient des 3 premiers livres d'Édouard Roucher. Donc, à l'époque, je découvre le travail d'Édouard Roucher et j'en fais une lecture tout à fait subjective, à savoir que pour moi, les 3 premiers livres d'Édouard Roucher fondent une trilogie terroriste, une trilogie destructrice. Alors, pour mémoire... c'est une chouette lecture, ça. Écoute, il ne l'a jamais revendiqué. Hein. C'est une lecture un peu abusive, mais pour moi tellement évidente que je m'autorise à l'énoncer. Mais donc, en 1963, Ed Ruscha produit le 26 Gasoline Station, qui recense 26 stations essence sur la route qui le mène chez sa mère. Et pour moi, j'y vois la localisation des points de ressources en liquide inflammable d'un dispositif destructeur.
Et le deuxième, c'est en 1964, le Various Small Fires and Milk, qui lui recense justement, il collectionne des détonateurs incendiaires, des ressources inflammables, qui pourraient mettre le feu à cette fameuse essence dont on a identifié les lieux. Et enfin, je ne vais plus voir ces œuvres de Rocher, je peux faire ce biais-là maintenant. Pardon, parce qu'il faut ouvrir la lecture des œuvres. En 65, il sort le Some Los Angeles Apartments. Et en 65, c'est l'année des émeutes de banlieue à Los Angeles. Et donc, il fait ici, pour moi, l'état des lieux assez silencieux et désincarné, puisqu'il n'y a pas de présence humaine, un peu suspendu dans le temps avant la révolte, des cibles architecturales qu'il va faire brûler. Et donc, à la relecture de ces 3 premiers livres de Ruscher, je décide, puisque c'est un exercice qui a fait beaucoup de petits, les citations des Ruscher, de produire cette trilogie à l'aune de mon propre travail. Et donc, je la fais à rebours, c'est-à-dire qu'au Some Los Angeles Apartments, moi, j'ai dit en 2008 le Some Belzins Apartments, mais ça, je te les ai pris pour te les montrer, c'est celui-là. Et le Some Belzins Apartments, c'est une promenade photographique ou anti-photographique, puisque ce sont des images que je prends sur, à l'époque, MAPI, tu vois, les relevés cadastraux en ligne. Donc, c'est de l'anti-photographie. Et où je fais une espèce de chronologie d'un processus de gentrification d'un quartier historique à Marseille, qui passe évidemment par des vagues de démolition et reconstruction. On voit, si tu veux, qu'il y a vraiment une logique implacable qui se lie dans la transformation architecturale d'une gentrification de ce quartier. Après, j'avais noté les dates parce que je m'en souviens plus. J'ai sorti donc à rebours de la trilogie rushéenne le Various Small Sparks, qui correspond donc au Various Small Fires. Lui, il date de 2014. On est 20 ans après la première démolition du plan ANRU, qui sont les 10 tours démocratie de Vénissieux. Donc en fait, la première grande démolition par foudroyage intégral en France, elle abat à l'explosif les tours dites démocratie. Et là, l'ouvrage substitue aux sources de feu chez Ruscher les détonateurs électriques. C'est-à-dire que dans ce livre qui fonctionne un peu comme un flipbook, tu as à un moment donné ce qu'on appelle les séquentiels, c'est-à-dire la partition au millième de seconde près des décharges électriques qui vont venir amorcer et faire exploser le dispositif artificiel. Et donc, pardon d'y revenir tardivement, le dernier de cette trilogie, c'est celui-là, c'est celui qui fait référence au travail dont on parle. C'est celui qui devait revenir à la source. Et donc, moi, je me suis posé la question de comment faire un livre bombe ? Comment faire un livre qui contienne toute la puissance explosive au même titre que 26 stations essence. Et j'ai travaillé, donc lui il date de 2017, j'ai travaillé sur la citation très connue de Stéphane Mallarmé, « Je ne sais pas d'autre bombe qu'un livre ». Donc on est en 1893 à Paris, quand la phrase de Stéphane Mallarmé est recueillie par un journaliste au soir de l'attentat anarchiste d'Auguste Vaillant à la Chambre des députés. Et donc, je me suis dit que finalement, la plus grande énergie destructrice qui se substituait à l'essence, c'était l'encre lithographique qui est noire et grasse comme du pétrole. Et à partir de là, je suis allée travailler à l'URDLA et j'ai voulu faire cette espèce de livre de tous les livres j'ai fait des monotypes en fait, c'est-à-dire j'ai choisi 26 pierres lithographiques déclassées dans la bibliothèque de pierre de l'URDLA, qui est donc un centre lithographique. Et j'ai fait des monotypes, c'est-à-dire j'ai ancré ces pierres et je suis venue poser le papier directement sur chacun de ces supports, de sorte que c'est une collection d'empreintes. Donc en fait, chaque empreinte de pierre porte une lettre, incarne une lettre, et c'est l'alphabet anarchiste de ce livre bombe. Mmh. Voilà. Comme ça, comme un alphabet anarchiste. Oui, en tout cas comme un
je ne sais pas comment dire, un livre qui, en son sein, a l'énergie incendiaire de tous les mots, toutes les phrases, tous les livres possibles et imaginables. C'est pas prétentieux. Voilà. Non, mais à la fois, visuellement, ça marche. Alors, du coup, on avait fait une expo qui s'appelait A, pour prendre la première lettre de l'alphabet, où j'avais effectivement au sein de l'URDLA, et donc on est en 2017, exposé l'ensemble des 26 monotypes, qui sont donc échelle 1, à la taille de l'empreinte de chacune de ces pierres, et qui ont permis de produire ce livre d'artiste qui a été édité par l'Endroit Édition. Et tu penses que Bartleby est anarchiste? Est-ce qu'on peut dire que Bartleby est anarchiste? Enfin, pour revenir au rapport. Il propose une forme de résistance chaotique dans le retrait, l'inaction et le dessaisissement qui l'amène jusqu'à la mort, mais qui est la condition de vie en fait. Acceptée, assumée complètement, dans le sens où l'action compensatoire permanente que lui propose le patron aurait pu lui permettre de survivre, ne serait-ce que dans le plus de confort. Hein. Il lui propose de venir habiter chez lui, ou il lui donne de l'argent pour qu'il ne puisse que se nourrir, ne serait-ce que se nourrir. Donc il a des alternatives de survie. Il lui propose même de l'aider à trouver un autre travail s'il veut être voyageur de commerce. Il est absolument irréprochable dans les actions, dans la marge de manœuvre qu'il a en fait. Mais Bartleby, en se retirant, choisit la vie au prix de la mort. Mais c'est une acceptation de la condition de vie, je trouve, qui n'est pas finalement, comment dirais-je, ce n'est pas une lâcheté. C'est au contraire une confrontation à la réalité de ce qu'on est. Donc oui, c'est une forme il est une forme d'anarchiste possible, oui. Mais tu vois, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment des questions très très importante aujourd'hui, c'est-à-dire que est-ce que la meilleure possibilité, la meilleure stratégie de résistance à ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, c'est la manifestation. Quand on voit la police meurtrière qui est mise en place, on se dit que finalement c'est ce qui est attendu. Et est-ce que c'est pas dans le dessaisissement et le retrait du fonctionnement d'un système qu'on n'est pas le plus puissant? Toi, tu trouves que des mouvements comme Art en grève, non seulement sont pas très barthelbiens, mais n'ont pas de puissance? C'est une question que je me pose parce que j'ai toujours une sympathie, forcément. J'ai toujours spontanément, je suis toujours solidaire des combats pour l'art et pour les artistes. Comment dirais-je, oui, de manière spontanée, la question ne se pose pas. Mais j'ai effectivement toujours un temps de critique où je remets quand même en question ces actions-là, non pas qu'elles ne soient pas légitimes et que je ne sois pas en accord avec ce qu'elles défendent, mais je me demande si c'est les meilleurs outils d'action. C'est comme l'argument qui était donné, un des slogans, c'était « l'artiste est un travailleur comme les autres ». Eh bien, je ne suis pas sûre en fait. Ouais. Je ne suis pas sûre et je ne suis même pas sûre que ce soit pas contre-productif de dire une chose pareille. Je pense qu'il faut être plus barthelbien et que précisément c'est parce que la question du travail se pose autrement pour nous et qu'on le définit, voire on le fait exploser, que justement on a une action plus puissante au sein de la société. Et c'est bien pour ça qu'on nous fait taire.